Bonsoir, je m'appelle André Tavares, je viens de Porto, je fais de la recherche et, c'est un vrai plaisir d'être ici et partager avec vous ce travail que j'ai pu faire à Zurich il y a quelques années. Je suis chercheur, je me suis diplômé en architecture, j'ai fait plutôt de la recherche mais aussi de l'édition. J'ai une petite maison d'édition, Daphné, à Porto, avec mon père. J'ai aussi produit et travaillé dans le journal de l'Ordre des architectes pendant quelques années avec d'autres collègues et fait un peu en rythme de publication trimestrale plus intensif. Et ça m'a amené aux expositions. J'ai pu travailler dans la Triennale d'architecture en 2016 et produire plusieurs expositions d'architecture. Et après, j'ai continué ce travail au Centre culturel de Belém à Lisbonne et aussi à Serralves à Porto et un peu dans d'autres endroits. Et, j'ai pu complémenter mon travail en tant que chercheur, en tant qu'écrivain, en faisant d'autres formes de communication d'architecture, de rapport entre l'architecture et le grand public. Et mon travail de recherche verse surtout dans le domaine de l'histoire de l'architecture. Et à un moment donné, je me suis concentré dans l'histoire de l'édition. J'ai eu une bourse de postdoctorat et j'ai pu produire un livre qui s'appelle The Anatomy of the Architectural Book, qui vous voyez ici. Marie a gentiment l'amené cet après-midi. Et c'est ce livre qui raconte un peu l'histoire des rapports entre les architectes et les livres. L'histoire de l'architecture et de l'édition. Comment les architectes ils mobilisent les outils de sa pratique, comment ils pensent leur projet et comment ils utilisent cette pensée pour produire des livres. Ça, c'était un peu l'idée derrière l'anatomie et que j'ai porté à Zurich dans une bibliothèque quand j'ai essayé de tourner la recherche dans une autre direction. C'est-à-dire comment les architectes ont utilisé un livre pour bâtir sa pratique, pour se construire en tant qu'architecte, finalement. Je ne sais pas là-dedans, j'ai choisi Vitruve comme sujet de recherche parce qu'il y avait beaucoup d'éditions de Vitruve dans cette bibliothèque. Et je me suis dit même, alors je vais faire une recherche sérieuse sur Vitruve sans le lire. D'où ce titre Vitruve hors texte. Et c'est assez amusant que le livre a produit, que j'ai réussi à produire un livre à propos des livres sur l'usage des livres. Alors c'est une pensée en rond, quoi. Ça tourne toujours en rond. Et pour éviter ce rond-point, on a décidé de faire plutôt une conversation et je vais présenter quelques idées et présenter un peu la structure globale du livre et quelques aspects du livre. Et après, on va plutôt échanger des idées que de faire une grosse conférence en fin de journée. On a tous beaucoup d'heures pendant la journée et pour que ça puisse être plus amusant. Bon, bref, Vitruve, il m'impressionne beaucoup, il m'a toujours impressionné parce qu'il est très cité. Il y a toujours quelqu'un qui vit, comme dit Vitruve. Et j'aime beaucoup ce slide, c'est tiré du Guardian, quand Yasmin Ladi, une architecte du Pakistan, a gagné un prix je crois que c'est le RIBA Medal, de RIBA Medal, en 2023 au Pakistan. Elle dit, elle cite l'architecte roman Vitruve. Et c'est ça vraiment le pouvoir de Vitruve, fonctionner comme autorité. Et c'était un peu ça que je voulais
comprendre comment ça se passe et comment le livre imprimé est devenu un outil instrumental pour cette dynamique. Alors, comme je vous ai dit, ça est devenu un livre. Ma recherche s'est orientée vers la production d'un livre elle-même. Et le format du livre a conduit un peu la recherche. Et le livre a été imprimé par le Goethe Verlag. Mais ça m'a beaucoup amusé parce que l'idée, c'était de faire un livre qui serait lui-même aussi un livre digital. Open access, peer review, tout ce que l'académie et les scientistes aiment beaucoup et les architectes doivent apprendre à aimer. Alors, ce rapport entre livre imprimé et livre digital, c'est une chose qui m'a amusé dans la production de cet ouvrage et qui, à un moment donné, m'a aussi un peu frustré. Et le livre a été pris par les éditions de la Villette, par Pierre Chabard, à Paris, pour le traduire en français et pour faire une deuxième édition d'une taille différente, avec une iconographie légèrement différente, que pour explorer des sujets que je n'avais pas, et beaucoup plus d'iconographie aussi que le livre, que l'édition suisse. Et c'est Vitruve hors texte que je vous présente et autour duquel on va parler aujourd'hui. Alors, peut-être on connaît l'histoire. Vitruve, c'est un auteur roman. Il a écrit son traité pour l'offrir à l'empereur. Il a été un peu plus âgé que Christ, mais pas trop. Et il a produit son livre en rouleau, en volumine, je ne sais pas le dire en français. Volumen, merci. Et même en latin, je ne sais pas. C'est au niveau que je ne comprends rien de ce que Vitruve écrit. Mais c'est un peu vrai, parce que le manuscrit, on ne connaît pas en volumen vitruvien. Et le manuscrit le plus âgé qu'on connaît de Vitruve, c'est du 9e. Alors, 900 ans après la publication ou la présentation du texte à l'empereur. Et moi, je m'étais intéressé pas au codex manuscrit, mais au livre imprimé. Ça veut dire 1486, 87, et à ce livre, ça c'est l'exemplaire de la Bibliothèque nationale de France, d'ailleurs très beau, et il a été réécrit d'après les manuscrits 1500 ans après qu'il a été originellement écrit. Et c'était une charade pour les éditeurs. C'était une vraie charade pour ceux qui voulaient rendre le texte ancien lisible pour ses contemporains. Parce qu'il y avait passé autant d'années que les mots étaient inconnus, que les expressions n'étaient pas complètement comprises, parce que le langage a beaucoup changé pendant toutes ces milléniums, finalement. Et il fait référence à des dessins, et il n'y avait pas de dessin. Ce qui est assez brillant dans cette édition, que Sulpicio d'Aveyron, il laisse l'espace en blanc pour vous qui lisez, vous êtes architecte, alors vous dessinez vous-même, s'il vous plaît, parce qu'on a besoin, on ne connaît pas les dessins. Et c'était un texte ouvert. Et c'était justement cette ouverture qui l'a donné une grande malléabilité, flexibilité pour se transformer au long des siècles, les 5 siècles suivants que j'ai suivis. Alors, étant architecte, je me suis confronté avec ce corpus de livres de Vitruve, et ce que j'ai fait, c'était les dessiner. J'ai ouvert l'AutoCAD pour étudier Vitruve et pour étudier les livres en tant qu'imprimés, en tant qu'objet. Et là, vous voyez ma table de travail avec toutes les éditions et avec le format physique de chaque édition. Et ça, c'était un jeu qu'on pouvait faire d'une façon abstraite,
parce qu'il n'y a pas une bibliothèque avec toutes les éditions. Il y a beaucoup d'éditions à Einsiedeln, où j'étais. Il y a d'autres éditions à Zurich, d'autres à Montréal, d'autres à Paris. Et la recherche, s'agissait de mettre ensemble et de faire l'abstraction de ces sources qui sont un peu dispersées. Et l'autre chose que je me suis beaucoup amusé à faire, c'est voir du point de vue du design, je ne sais pas, le graphisme de chaque livre, voir sa taille et le rapport image, texte, traduction, livre original, livre texte original, note d'édition, etc. Je ne vais pas tout expliquer parce que c'est une version plutôt courte, mais vous voyez là, c'est toujours le même Vitruve. Il y a le texte original. Souvent, on trouve le commentaire, par exemple, dans cette édition, Newton, 18e siècle à Londres. On voit que le commentaire, celui qui rend au présent le texte ancien, il est beaucoup plus long, beaucoup plus important en tant que taille que le texte original. Et là, j'ai compris que quelques éditions ont tous ces niveaux de contenu, le latin, la traduction, le commentaire, l'illustration, les légendes des images, les notes de bas de page, les notes éditoriales. Il y a des éditions qui ont tout ça dans une seule page. Et toutes ces couches d'informations, elles trouvent et elles formulent une texture à la page qui est très puissante. Et c'est à travers la compréhension de ces couches, sans lire le Vitruve, que j'ai pu développer ma recherche et que j'ai pu comprendre Vitruve sans le lire. Quand même, j'ai déjà dit ça aujourd'hui, j'avais un peu marre des bibliothèques. En étant architecte, je passais trop de temps dans la bibliothèque et je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui peut rattacher cette culture du livre, cette construction du livre, aux formes architecturales. Comment ces livres, comment cette histoire de 283 éditions de Vitruve que j'ai répertoriées, comment est-ce qu'elles sont bâties? Comment les architectes qui ont produit ces éditions, par exemple Palladio, par exemple Newton lui-même, ou Gioconde, ou bon, d'autres, Perrault, ici en France, comment est-ce qu'ils ont construit, comment ils ont pratiqué cette théorie qu'ils ont écrite depuis le latin. Alors j'ai choisi livre 6, paragraphe 3, chapitre 3, premier paragraphe, et là j'ai lu. J'ai pas réussi à ne pas lire. Et j'ai isolé ce paragraphe où il explique, où Vitruve explique le cavadium tétrastyle. C'est quoi le cavadium tétrastyle? C'est dans les maisons romaines. L'entrée de la maison est faite par un escavé, on dit creusé. En portugais, c'est cavar, ça veut dire creuser. C'est vraiment le mot latin. Et c'est creuser dans la maison cette entrée. C'est le cavadium, qui a le impluvium et le compluvium, qui sont un peu plus fameux que le cavadium. Et il dit que ceux à 4 colonnes, il y a plusieurs formes de cavadium, il y a ceux à 4 colonnes qui sont très bien, comme ça ils soulagent les charges dans le niveau supérieur. Il ne dit que ça. Et c'est encore plus amusant parce qu'au XVIe, on ne connaissait pas vraiment des exemples bâtis, des ruines de ce genre d'espace, parce qu'elles étaient sous terre, c'était pas connu. On n'avait que des descriptions littéraires de ce genre d'espace. Qu'on a connu
plutôt au 19e, 18e, 19e, mais plutôt 19e, quand les ruines de Pompée ont été creusées et ont été connues et publiées. Pas seulement rendre visible à Pompée, mais aussi publier et circuler dans le livre imprimé. Ça, c'est un exemple d'un cavadium tétrastyle à Pompée. Alors, il y a Giocondo en 1511, c'est une des premières éditions. Il va proposer, il va illustrer le texte avec son cavadium qu'il le dessine, comme ça, les 4 colonnes, on voit qu'elles soulagent les poutres et ça permet de faire une entrée. Ça ne mène pas, il a oublié la porte, mais ça arrive. Alors je me suis amusé à redessiner dans toutes les éditions de Vitruve, j'ai répertorié 13 ou 14 cavadiums et je les ai redessinés. Ici, il y en a 9. Et je me suis très impressionné par la différence qu'il existe entre eux. Ils sont très différents les uns des autres. Ils sont différents parce que chaque architecte le fait comme il le veut, quoi. Et c'est encore plus intéressant parce qu'ils sont différents dans les proportions, dans la façon dont ils sont conçus, dont ils sont dessinés. Et là, Vitruve, il dit quand même 2 ou 3 choses qu'ils peuvent être en racine 2, 2, 3 ou 3, 5 en plan. Et on voit qu'il y a beaucoup de sages, comme Perrault par exemple, ou Gioconde, ou même, Gioconde, il fait 9 carrés, vous voyez ce système de composition. Barbaros et Andrea Palladio, il fait même en carré. Il s'en fout de ce que dit Vitruve pour dessiner, pour illustrer ce que Vitruve voulait dire et représenter. Et c'est là que j'ai compris que Vitruve, c'était qu'un texte excuse pour que chacun l'approprie et puisse utiliser l'autorité de Vitruve pour dire ce qu'il veut dire. Alors je me suis amusé à chercher des espaces bâtis ou pas bâtis. Ça, c'est une peinture d'un espace qui n'existe plus, qui a été démoli à Paris, mais en 19e. C'est du bon romain du 19e siècle, en tétrastyle assez intéressant. Mais j'ai trouvé des tétrastyles dans des sites complètement soupçonnés, comme ce cas à São Paulo, 1967. C'est un projet que Villanova Artigas a dessiné en exil. Il était à Uruguay à ce moment-là. Et on voit même qu'il y a un compluvium, un impluvium, c'est un vrai tétrastyle dans une maison paulista du brutalisme sérieux. Et je ne crois pas que Artigas il avait en tête Vitruve. Je ne l'ai jamais connu, mais je crois pas. C'est quelque chose qui ne va pas avec Artigas, Vitruve. Il parle des cours de Séville à propos de ce patio. Et ce que j'ai compris à partir de cette deuxième partie de la recherche, c'est comment ces histoires, elles nagent, elles circulent dans la connaissance architecturale comme en collectif, à travers la circulation du livre, mais aussi dans un certain sous-conscient. J'ai aussi trouvé en tétrastyle le corbusien, par exemple, et d'autres. Mais finalement, la dernière chose que je voulais vous montrer avant d'entrer dans la conversation, c'était ce système que j'ai assez simple. Je faisais la chronologie de Vitruve, ça c'était un des travaux plus importants à côté de mes digressions un peu intempestives. C'était répertorier toutes les éditions de Vitruve. C'était un répertoire qui existait, qui a été fait aux années 70, avant les catalogues digitales. Et avec les catalogues digitales, j'ai pu
renouveler ce répertoire d'édition de Vitruve et faire une vitruvienne et comprendre comment ces éditions ont été produites au long des 5 siècles. Et j'ai fait une autre chose, c'est mettre, c'est une référence bibliographique, c'est Vitruve, éditeur, qui a édité le Vitruve. C'est le Vitruve de Barber, c'est le Vitruve de Gros, c'est le Vitruve de Perrault, c'est le Vitruve de Cesariano. Alors, on a l'auteur, le titre, et finalement, l'endroit d'édition et l'année. Et en ayant l'endroit d'édition, je me suis aussi amusé à voir quels sont les centres où Vitruve se publie, d'abord à Rome, après à Florence, après à Venise, après de nouveau à Florence. Après, il y a une édition à Como qui part à Lyon ses contenus, et celle de Florence aussi va nourrir celle de Lyon, et comprendre comment ces éditions se sont dispersées dans le territoire d'abord européen pendant plusieurs siècles, et comment ces géographies correspondent à des dynamiques différentes. Et ça m'a permis de comprendre des périodes très différentes, des périodes où il est parti même à Madrid, où Venise, c'était le grand centre éditorial, avec d'autres systèmes de relations à l'intérieur de l'Europe. Comment l'édition de Perrault a été fondamentale, non pour cloître l'époque des traités d'architecture, comme souvent on enseigne, mais surtout pour renouveler l'intérêt à l'étude et à la traduction de Vitruve. C'est d'abord, depuis Perrault, réimprimé à Amsterdam, qu'il arrive à Londres et que Londres et tous les vitruviens anglais l'ont consommé, on pourrait le dire, mais comme il était allé jusqu'à Saint-Pétersbourg, à Moscou, comment le rapport entre Madrid et Naples et Sienne s'est développé, comment ça s'est un peu diffusé, et surtout au nord de l'Europe, et surtout dans les langues germaniques en 19e siècle, au début 20e, et là c'est ce qui m'a impressionné de plus, c'est cette idée que Vitruve est surtout un auteur du XXe siècle, si on regarde le nombre d'éditions imprimées en XXe siècle. Ça sont toutes les éditions d'après-guerre jusqu'à 2016, quand j'ai fait le répertoire. Et c'est compréhensible, on produit beaucoup de livres, beaucoup plus de livres au XXe qu'avant le XXe, ça c'est assez normal. Mais il devient aussi très publié aux États-Unis, au Japon, en Chine déjà au XXIe siècle, à Paris bien sûr, à Barcelone. J'ai été beaucoup frappé par cette diffusion en Espagne qui correspond à la post-dictature, au moment après Franco. Et chaque collège d'architecture espagnole, il utilise Vitruve comme la fondation de son autonomie régionale, et c'est surtout une autonomie politique. Et là, Vitruve est un instrument politique pour le Collège des architectes d'Andalousie, le Collège des architectes de Galicie, le Collège des architectes du Pays Basque, etc. Alors, ça m'a permis un peu de naviguer entre les tétrastyles et les éditions, entre ces rapports théorie-pratique avec ce bonhomme qu'on voit là, ici, qui parle avec Vignola. Vignola, lui, le grand auteur, le plus grand best-seller de l'architecture. Il faut oublier Coulas et Le Corbusier, parce que Vignola, il a beaucoup plus... il tient encore le devant de le livre d'architecture le plus vendu au monde. Et avec ça, c'est un peu une version, une introduction assez, j'espère,
captivante pour encourager la lecture, parce que sinon je pourrais rester là des heures et des heures à parler. Mais on peut s'asseoir. Bon, donc André, merci déjà d'être venu. Merci. Merci d'être venu et participer à plusieurs choses à l'école. Tu as déjà mouillé la chemise, comme on dit ici dans notre jargon local, dans la journée, puisque tu es intervenu dans les crossroads, donc tu as déjà plusieurs heures de travail dans les pattes. Et puis, je voudrais aussi te faire publiquement des excuses pour hier. Où tu devais nous faire une présentation sur un travail qui s'appelle les poissons bâtisseurs, qui était une partie de la présentation du programme de recherche qui te mobilise actuellement. Oui. Et qui est une histoire aussi finalement de circulation. C'est peut-être ça le lien entre les deux travaux. Tu as parlé des histoires qui nagent, donc maintenant tu travailles beaucoup sur les poissons qui nagent et comment ils fabriquent. Alors ce que je trouve très intéressant dans cette recherche, c'est un travail, et j'espère qu'on aura l'occasion, je me dirige vers le directeur de la recherche. J'aimerais beaucoup que finalement, puisqu'on n'a pas eu l'occasion hier de faire cette présentation, je pense qu'il y aura une grande richesse en tout cas à la présenter à l'école. Moi je vois 3 points dans ce dont ce que tu as pu m'expliquer rapidement hier, puisque la conférence n'a pas eu lieu, mais c'est travailler sur des questions à partir d'un point extrêmement précis, comme le poisson. Alors, tu travailles, c'est un programme que tu fais avec d'autres pays européens. Il y a un gros budget de recherche qui est là-dessus. Comment ça pose des vraies questions de territoire à l'échelle globale et jusqu'à l'échelle mondiale. Donc il y a cet entrelacement auquel on est très attaché à l'école, sur lequel on travaille tous, mais à partir d'un point de vue extrêmement singulier qui me paraît très intéressant. Tu m'as souligné aussi le fait que vous travaillez avec des biologistes, donc avec des spécialistes du vivant. Donc c'est quand même un travail de recherche extrêmement sérieux. Alors, on parle beaucoup de vivant aujourd'hui, un peu partout, c'est devenu un peu un mot valise, comme le paysage a pu en devenir un il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années. Puis on ne sait plus ce qu'on y met. Les architectes, ils aiment beaucoup s'emparer des mots valises et y mettre beaucoup de choses. Donc, ce travail extrêmement sérieux permettrait de voir quelle est l'application, en fait, à un moment donné, de travailler entre architecture et vivant de façon extrêmement sérieuse. Et comment on reste architecte avec tout ça. Et on ne se déplace pas, on ne devient pas biologiste, écologue, voilà. Et puis, l'autre volet, moi, qui me semble très intéressant dans cette recherche-là, c'est la mise en dessin dont tu nous as montré quand même, auquel tu nous as montré ton attachement à travers quelques images, et il y en a d'autres dans ton livre sur Vitruve. Finalement, comment tout ça produit du dessin. Et là encore, on est sur des questions d'architecture fondatrice, je dirais. Donc voilà, 3 raisons pour lesquelles j'aimerais beaucoup que finalement, cette conférence puisse faire l'objet d'un moment à l'école, et avec peut-être une exposition, puisque c'est un travail en cours, donc c'est un work in process qui produit en ce moment, qui est celui qui produit. Donc on va parler aujourd'hui, on va continuer à parler de ce travail, hein, qui est un travail qui t'a occupé un certain nombre d'années déjà, mais qui est un travail précédent, qui n'est pas le travail qui t'occupe aujourd'hui. Et tu me disais hier, d'ailleurs, que c'est des cycles à peu près de 10 ans. Voilà, tu as passé 10 ans sur les livres, maintenant tu vas passer aux poissons. Et je trouvais ça assez intéressant aussi de se dire qu'on peut avoir des obsessions qui ont des temporalités différentes. Puis, voilà. Bon. Donc tu as dit ce que tu avais à dire sur le livre à travers la recherche. C'est peut-être pas fini, tu y reviendras peut-être. Oui. Donc tu les as montrés. Hein, tu as produit finalement 3 ouvrages, alors peut-être plus, sûrement beaucoup d'articles, peut-être d'autres choses. Au cours de cette recherche sur le livre, tu l'as présenté d'abord essentiellement autour de l'objet, livre, mais tu nous as montré, en nous montrant Vitruve, que le contenu, même si tu ne le lisais pas, était quelque chose d'extrêmement important. Voilà, donc c'est vraiment sur ces 10 années précédentes, peut-être qu'on va revenir, et surtout sur la dernière version. Donc tu as montré celui-ci hier, tu m'as dit que c'était un peu un livre, tu le disais, frustré parce qu'il était très réduit, c'est un peu le livre qu'on met dans la poche, en même temps c'est pas mal aussi. Oui. Et pour revenir à cette question de la poche, tu n'en as pas parlé, mais moi, ce que je trouve assez fascinant dans la Vitruviana, c'est
c'est la publication de 1513 pas celui qui précède Cesare Cesarino, c'est Giocondo, voilà, où il a fait un livre pour les érudits en 1511, et puis il s'est dit quand même il faut un livre de poche pour que les architectes le mettent dans leur poche, ou les voyageurs, donc un tout petit livre. Et en fait, c'est toute cette histoire aussi que racontent ces livres, c'est-à-dire comment, finalement, qu'est-ce que ça peut véhiculer, comment on le transporte, la question du format n'est pas par hasard, la question de la pagination, la question des abrégés aussi, qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on enlève, le côté cumulatif, au contraire, on dirait aujourd'hui, quand on dégraisse un peu le livre, qu'est-ce qui reste, à quel moment on a eu envie de le dégraisser et pourquoi, enfin, c'est tout ça finalement dont parle ton travail. Donc, ce livre, c'est vraiment, il pose la question de la place en général du livre dans l'histoire de l'architecture et aussi de ce livre en particulier dans la circulation du savoir architectural. Donc moi, je trouve qu'il y a cette double lecture dans ce livre. Tu le dis toi-même, je ne sais plus, c'est écrit là, la biographie d'un livre. Donc biographie, ça veut dire que tu considères que c'est quelque chose de vivant, en fait, qui ne cesse de respirer à travers, dans un temps extrêmement long. Et c'est cette personnalité, finalement, que tu poursuis, moi, m'a fait penser à... Tu as fait un travail avec une grande richesse et une grande rigueur d'enquête presque policière. Moi, je le vois comme ça, ce livre, et c'est avec ce plaisir que je l'ai lu, c'est-à-dire comme un roman policier. Donc je vous invite, c'est peut-être pas ce qu'on perçoit à travers ta présentation, où tu nous fais rentrer plus dans la mécanique de la recherche, et ce qui est très intéressant aussi en complément de la lecture du livre, parce que c'est pas un élément qu'on a en lisant le livre. Donc moi j'ai lu le livre, mais j'ai appris aussi d'autres choses dans ce que tu as pu présenter, qui étaient justement les modalités de la recherche, les outils de la recherche, les méthodes de recherche. Tu nous as fait voyager en fait d'une certaine manière dans une recherche sur un livre. Et c'est cette... Mais le livre lui-même, que je vous invite vraiment à lire, parce qu'il se lit avec le plaisir, le plaisir d'une enquête, avec tout ce qui concerne une enquête, quoi, les investigations, la poursuite des traces, les tentatives de saisie d'indices. Tu parles des colophons, enfin, comment... Voilà. Et puis il y a une espèce de double enquête. On ne sait plus à un moment donné si c'est une enquête sur le livre lui-même ou si ce n'est pas une enquête sur ceux qui ont déjà enquêté, c'est-à-dire les traducteurs, les éditeurs, les illustrateurs. Donc il y a cette espèce de double lecture comme ça de l'enquête sur un livre que j'ai trouvé vraiment très, très intéressante. Et tu nous as parlé là à l'oral du texte excuse, qui donne un autre éclairage aussi de l'ouvrage lui-même, c'est-à-dire qu'on c'est peut-être une idée sur la manipulation finalement sur laquelle je reviendrai peut-être un petit peu après. Alors la première question que j'ai envie de te poser, c'est sur le prolongement du travail d'enquête. Alors déjà, j'attendais que ce livre soit fait, je te l'ai dit hier, parce que c'est très compliqué de rentrer dans la Vitruviana, justement. Ça n'a jamais été fait, ce travail de... on va chercher des bouts, mais on comprend quand on commence à aller chercher des copies de manuscrits qu'on trouve maintenant très facilement sur Internet. Tout est accessible par les différents sites des différentes bibliothèques. On voit cette espèce de mine, mais on ne sait pas quoi en faire. Et tu as fait ce travail qui se résume. Ce que je trouve assez fascinant, c'est que tu es arrivé à faire ce travail finalement dans un livre qui se veut très petit, en fait, très conscrit. Et en travaillant, le travail sur les cartes, je le trouve assez étonnant, assez efficient, pour montrer justement à quel point le livre prend une importance, la façon dont il a voyagé. Donc, tu as fait ce travail. Et ce travail, moi, il me semble qu'il pourrait se prolonger, mais tu me dis, alors par toi, par quelqu'un d'autre, j'en sais rien, mais sur la question de la place de l'image dans la circulation du savoir. Oui. Parce qu'il y a autre chose qui est très présent, moi, qui me frappe beaucoup dans la circulation de ce savoir qui est véhiculé à travers les textes de Vitruve. Tu l'as un petit peu évoqué avec ton travail sur le tétrastyle. On pourrait aussi penser au travail sur la domus, qui est très représenté de façon très diverse dans les différentes éditions.
sur la basilique en général comme modèle, mais aussi sur la basilique de Fanum, qui est le seul bâtiment qu'on attribue à Vitruve, et dont lui-même d'ailleurs s'attribue l'autorité dans son texte. Donc ce travail sur l'image, en fait, moi, il m'interroge dans la mesure où, si on avait, je me dis, mais si on avait dessiné d'autres choses de Vitruve, si par exemple César Césarino, il avait décidé de ne pas dessiner ça, mais autre chose, si Perrault, il n'avait pas décidé de suivre les mêmes choses à dessiner qu'avaient pu faire ses prédécesseurs, est-ce que l'histoire de l'architecture aurait été différente? On aurait sûrement hérité d'autres choses, mais voilà, est-ce que le tétrastyle aurait... On aurait, oui. Plein d'autres choses pourraient se dessiner finalement dans Vitruve. Et en fait, le choix, il y a aussi il y a un autre sujet qui a beaucoup fait couler d'encre de dessin, c'est l'origine de l'architecture dans les différents textes. Donc, il y a comme ça certains thèmes qui sont revenus dans les images de façon très récurrente autour des 1000 ans finalement. Enfin, pas tout à fait, mais pas loin, qui ont... oui, voilà. Et je me dis, est-ce qu'il y aurait un travail intéressant à faire qui serait... Maintenant que tu as fait la plupart du job, en fait, tu as fait le gros du job pour que ce travail complémentaire soit fait, à mon sens, qui est de repérer justement qu'est-ce qui a dessiné, qu'est-ce qui n'a pas été dessiné, comment ça a été dessiné. Et je me demandais même, est-ce qu'on pourrait interroger l'IA avec le même texte et lui demander ce qu'elle dessinerait? Ah, bon, cette dernière question, excuse-moi de commencer par la fin, mais cette dernière question, c'est le mythe ou l'ambition de chaque prof de projet, et c'est l'ambition avec laquelle, à un moment donné, j'ai commencé à lire Vitruve. C'est-à-dire, si on suit la théorie, comme dans la culinaire, on dit culinaire pour gastronomie. Comme dans des recettes de cuisine, dans un livre de recettes de cuisine. Oui. On rajoute 3/4 de colonnes entières de frontons et on a le bâtiment. Pouf, ça apparaît. Ça, c'est un peu l'idée du traité. Mais Vitruve n'est pas ça. Vitruve, c'est parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des logiques qui ne correspondent pas à nos logiques, à nous. C'était à Cambridge, à King's College, que j'ai eu cette révélation assez évidente, quoi. Mais on était sur une voûte gothique. Il y avait un ingénieur de structure qui nous expliquait, on fait tous les calculs, on modélise le système structurel et ça ne tient pas. Mais il est là. Parce qu'il répond à d'autres logiques qui ne sont pas nos logiques et on ne les connaît pas, on ne les maîtrise pas parce qu'il y a trop de temps qui est dépassé. Alors, le pauvre IA avec le Vitruve, je crois qu'il aurait du mal. Je crois, mais peut-être je sais pas, j'ai pas trop de confiance dans l'IA non plus. Revenons en arrière, la question de l'iconographie ou quoi faire d'après le Vitruve. Moi, honnêtement, je n'ai pas vraiment envie de revenir chez Vitruve moi-même, mais j'encourage tout le monde qui veut y aller. Ça m'a amusé jusqu'à un moment. Mais j'ai compris pas mal de pratiques de recherche parce que c'est un objet très malléable, très flexible. Je ne sais pas si on a parlé de ça hier ou c'est maintenant que je l'ai dit, mais son succès dépend de sa flexibilité. Le traité d'Alberti n'était pas si flexible que celui de Vitruve. Parce que comme le langage était plus rigoureux, et il savait mieux qu'est-ce qu'il était en train d'écrire, et les gens comprennent mieux son contexte. Et ça ne l'a pas garanti le même succès éditorial que Vitruve. Et peut-être il est plus efficace pour le IA. Je ne sais pas. Mais c'est cette flexibilité qui le rend un sujet de recherche très,
très utile, très valable et très improbable. On trouve des choses improbables. On est constamment surpris de ce qui se passe chez l'usage de Vitruve, qui c'est ce qui m'a intéressé le plus. Je me perds un peu dans la réponse, mais la question, est-ce que l'image est fondamentale? Oui, bien sûr. Je crois que ce qui m'intéresse plutôt dans le texte, ce sont les plusieurs couches. Ce sont des choses qui ne vont pas de soi, comment elles se mélangent. Ce n'est pas seulement l'image, mais c'est le rapport image-texte, image-texte-page, image-texte-page imprimeur éditeur, éditeur public, public-page. Et c'est là quand les choses commencent quand les multiples couches commencent à entrer en conflit, que je commence à être enthousiasmé pour ce que je suis en train de chercher. Et c'est peut-être pour ça que ça rend l'aspect un peu policial, un peu roman, des choses, des couches que je découvre, quoi. La dernière chose qui m'a poussé à écrire ce livre, ça je l'ai déjà dit aujourd'hui, c'est cette idée de écrire le livre que je cherche et je ne trouve pas. Moi aussi, j'ai commencé à feuilleter des éditions de Vitruve. Je dis, mais c'est quoi cette histoire des éditions de Vitruve? Parce qu'il y en a autant. Et qui a écrit à propos de ça? Mais personne. Mais comment c'est possible que personne a fait ce travail dont j'ai vraiment besoin pour comprendre d'autres choses? Et c'est là que je commence à le faire. Et c'est vrai, c'est assez compact, c'est assez ciblé. Il a un périmètre très très défini. Ça, c'est très important pour mes recherches. C'est pas une autre chose, c'est ça. Et il faut que ce soit très précis pour que je puisse aller dans le détail et comprendre toutes ces histoires et tous ces rapports. Là, je suis complètement perdu. J'espère que ce n'est pas le cas à vous. Donc, tu as dit que tu n'avais pas lu le livre, ce qui doit... alors, on te croit à moitié, en fait, mais enfin, tu n'as pas lu. Je sais pas. Évidemment, c'est pas un livre de chevet, Vitruve. C'est-à-dire qu'on ne commence pas au livre 1, premier mot, et on termine, voilà, c'est autrement. Ça se feuillette comme un feuilleté, justement. Et tu t'en expliques, en fait. Tu dis, si on met le texte de côté pour se concentrer sur les façons dont il nous est parvenu, on obtient un récit éclairant sur les usages des livres d'architecture qui nous montrent comment ils ont été utilisés pour façonner la théorie et comment la théorie a été mise en forme pour être manipulable. Et je me demandais finalement, quand on voit l'histoire de ce livre, puisque tu nous racontes comment le livre est manipulé, on peut même se demander si la théorie elle-même ne manipule pas. Oui, elle manipule. Elle manipule. On est d'accord, non? Oui, enfin, est-ce que tu... Oui. Mais c'est ça son idée. Oui. On a une pratique et il faut convaincre nos clients, il faut convaincre les autorités, il faut convaincre les pompiers, il faut convaincre les gens qui utilisent les bâtiments que notre pratique, elle est bien. Comment est-ce qu'on convainc les personnes? Comme dit Vitruve, ah oui, il sait ce qu'il dit. Et la théorie, elle est là pour assurer qu'on a une maîtrise qui n'est pas celle de l'arbitraire de l'architecte. Ah, j'ai eu ce coup de génie, il ne faut pas convaincre personne. Et je crois qu'elle est utilisée justement pour ça, pour conquérir une certaine autorité. Parfois, c'est une autorité, comment dire, légitime. On a besoin de cette autorité pour faire
pour quoi que ce soit, pour traverser la route quand le feu est vert. On a besoin de cette autorité pour ne pas se faire écraser par une voiture. Il y a souvent il y a des autorités dont on a besoin pour vivre en société. Et je crois que la théorie et Vitruve et les livres en général, on a parlé ce matin de la question de l'intellectuel, l'architecte comme un intellectuel. Ça, c'est une façon de conquérir cette autorité pour pouvoir arriver à des résultats. Et le livre, la théorie, elle est là pour assurer la société qu'on n'est pas fou, quoi. Mm-hmm. Je pense que c'est une réponse qui va susciter quelques questions dans la salle. On verra. Oui, alors je vais poser encore 2 questions et puis après, je voudrais que la discussion s'ouvre à partir de différentes pistes qui ont été données, quoi. Alors, pour revenir au fait que tu n'aies pas lu le livre, et pourtant tu parles du livre, alors oui, tu es un chercheur très sérieux, reconnu, donc on se dit, il doit y avoir une raison à pouvoir considérer le livre autrement que par son contenu. Oui. Quels sont les différents... Je pense que c'est une question importante parce que on en parlait hier, la place du livre dans les écoles d'architecture, c'est pas évident aujourd'hui. Oui. C'est pas évident de comprendre, ou de faire comprendre en fait, ou de s'en servir, ou voilà. Donc quels sont, si tu disais pour toi le livre au-delà de son contenu, est-ce que tu peux développer un petit peu ça, le livre au-delà de son contenu? D'abord, il y a un petit problème. Il y a eu un problème méthodologique qui m'a fait dire je vais pas lire Vitruve et je vais c'est la question, pour qui est-ce que j'écris ça? Quels sont les destinataires de ce bouquin? Qui va avoir plaisir à lire ce travail? Et dès le début, j'ai compris que les vitruvianistes, et il y en a, des congrès, des revues dédiées à Vitruve, ils allaient me tuer le jour après, quoi. C'était évident. Et en plus, j'avais vraiment pas envie de lire tout ce qu'ils ont écrit à propos des rapports de les colonnes, les proportions, la déclinaison en latin du mot, je sais pas quoi. Et là, il faut ignorer. Il faut complètement ignorer ça. C'est la seule façon que j'ai pour m'adresser à ce qui m'intéresse, que c'est pas le contenu, mais l'usage et la façon dont l'objet livre. Et peut-être j'aurais pas dû signer l'autorisation de transmettre la conférence, parce que mais je crois qu'il y a eu aussi cette conscience dès le début, et c'est un problème de méthode de recherche, c'est-à-dire il ne faut pas que je tombe dans la piège de discuter Vitruve comme 300 chercheurs qui sont sur ce sujet depuis des décennies. Ce n'est pas des semaines, c'est des décennies, voire siècles. Ce qu'ils savent, moi je ne veux pas savoir ça. Alors il faut gérer ça. Il faut créer une certaine distance pour avoir une liberté dont je sens vraiment besoin en tant que chercheur. Ça, c'est la première chose. La place du livre. Je crois que peut-être, je me demande si le livre a été très important dans la table des architectes jusqu'aux années 90, jusqu'à la fin du 20e, jusqu'au digital. On a toutes les éditions de 1900, autour de 1900, 1920, il y a tous ces livres de modèles, quoi. Au 19e, on trouve des livres d'architecture. Vignol est le best-seller à cause du 18e, où il a été réimprimé pendant des siècles et refait, rebâti, etc. Pourquoi est-ce que le livre a perdu cette centralité dans la profession de l'architecture? Est-ce que les références ont changé de lieu? Ça, c'est une des choses, je crois.
le digital, on peut en parler, mais aussi parce que la profession d'architecture a aussi changé de lieu dans le système social. Les architectes n'occupent pas aujourd'hui la même position sociale et la même, ils n'ont pas le même pouvoir, ils n'ont pas le même rôle qu'ils avaient en 1900 ou même en 1970. Et la profession, elle trouve d'autres endroits. Et les livres qu'on a ne donnent pas de réponse à ces endroits, je crois. Je ne suis pas 100% sûr de ce que je suis en train de dire, c'est une hypothèse de travail, mais c'est vrai qu'on l'a vu aujourd'hui, quels sont les débauchés professionnels des architectes. Et on a eu aujourd'hui une discussion ici qu'on n'aurait pas eu il y a une vingtaine d'années. C'était impensable, impensable. Un architecte, c'était quelqu'un qui allait dessiner des bâtiments. Et s'il n'était pas capable, bon, peut-être il pourrait enseigner à dessiner des bâtiments. Ce genre de rapport. Oh, il faisait l'histoire. Et ça, c'est complètement différent aujourd'hui. Les architectes occupent d'autres positions sociales, culturelles. Peut-être c'est ça que le livre d'architecture n'a pas encore surmonté. De l'autre côté, on a chaque fois plus de livres, des plus beaux livres, des livres très sophistiqués et très fascinants. Ils ne sont pas lus en bibliothèque, ils sont lus dans d'autres endroits, mais ils sont lus. Souvent pas par des architectes. En tant qu'éditeur, je vois que la plus grande part des livres d'architecture qu'on vend, c'est pas aux architectes, ni aux étudiants d'architecture, c'est aux gens qui s'intéressent à leur environnement, au grand public, comme on appelle en général. Je sais pas. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je me suis perdu. Tu te l'as approprié, c'est très bien. Et peut-être la dernière, mais tu as donné des bouts de réponse dans ce que tu as dit, c'était concernait l'intérêt, se dire, bon, est-ce que c'est encore intéressant d'ouvrir Vitruve aujourd'hui? Oui, pourquoi pas. Et alors, est-ce que pourquoi pas? Beaucoup de choses que... il y a une photo, je ne sais pas si elle est dans l'anatomie du livre. Je crois il y a des éditions de Vitruve. Je ne crois pas qu'elle est là, mais lire avec les mains. Il y a des éditions assez impressionnantes. Il y a, en tant que forme physique, ça d'un côté, mais d'autre côté, c'est comme la poésie concrète des années 40-50 que j'aime beaucoup. On lit des mots qu'on ne comprend rien. Et moi, j'aime beaucoup lire les choses que je ne comprends pas. Peut-être c'est pour ça que je travaille avec des biologistes, parce que parfois, je ne comprends rien de ce qu'ils disent. Et j'essaye de lire ce qu'ils disent. C'est quoi ça? Et cette incompréhension, ça pousse la pensée, ça nous mène à d'autres choses, et on imagine d'autres choses, et on découvre d'autres choses. Alors oui, pourquoi pas lire Vitruve? J'ai rien contre. Il est barbu, il est sympathique, on le voit là dans l'image. On ne sait pas tellement finalement quelle tête il avait, si. Oui, c'est vrai, non, on ne sait pas, on sait pas. Là encore, on lui a donné chacun lui a donné un peu son... Mais ça, c'est la beauté, non? Si on imagine, ça devient beaucoup plus beau que la réalité, quoi. Ok. Bon, je pense qu'il y a assez d'éléments il y a plein d'éléments pour pouvoir réagir. S'il y a encore de l'énergie. Merci beaucoup pour cette présentation et cette discussion. Moi, je voudrais dire que tu disais, André, qu'il est clair aujourd'hui que les architectes ont vocation à occuper un rôle culturel ou sociétal, que ce n'est pas du tout remis en question. Je dirais, mais peut-être que tu le penses aussi ou tu l'as déjà dit, que le livre y contribue. Moi, j'ai assisté depuis une quinzaine d'années à une expansion de la propension des architectes à s'engager dans la production d'ouvrages concernant leur travail, donc des ouvrages qui sont monographiques, parfois réellement édités avec un tiers qui en est l'arbitre, mais parfois aussi réalisés à fonds propres, et je comprends cette stratégie. Et il s'avère qu'ils peuvent, et en fait, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils peuvent dire dans le livre beaucoup plus de choses qu'ils ne peuvent
qu'ils ne peuvent faire témoigner leur architecture en réalité. C'est-à-dire qu'il y a des éclairages, des ambitions ou des portées, ou voilà, qu'ils vont pouvoir expliciter dans un livre ou faire dire à d'autres en convoquant des auteurs, les invitant, mais dont l'architecture en elle-même pourrait se révéler muette, en fait, à les révéler. Et voilà, donc ça c'est un fait. Et par ailleurs, il est clair que les architectes aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est en expansion, mais peut-être pas, tu as le regard historique, ont vraiment cette propension à se consacrer à des ouvrages parce qu'ils peuvent, dans cet élément en 3D qu'est le livre, projeter aussi les aspirations qu'ils ont dans leur pratique d'architecte, c'est-à-dire régler des pleins et des vides avec du texte et des images. C'est ce que tu as démontré très joliment et qui a vraiment un désir, en tout cas une joie des architectes à se consacrer à l'ouvrage. C'est presque un pendant naturel, j'ai envie de dire. Il y a deux aspects. Un aspect, c'est trouver la commande, et l'autre aspect, c'est célébrer la production. Et bon, au 18e, 19e, ça c'était évident. Les architectes, riches bien sûr, si pas riches, subventionnés par le roi, ils allaient en voyage, ils revenaient du voyage, ils publiaient. La première chose qu'ils faisaient, c'était publier le livre du Grand Tour pour trouver les clients, pour démontrer qu'ils avaient ce savoir architectural. Et après, bon, Palladio, c'est un autre exemple, un peu plus au 16e, un peu plus en arrière. Ils ont un ouvrage bâti, mais l'ouvrage bâti, elle va disparaître parce qu'il y a cette idée que le bâtiment est, bon, il est éphémère. Toute l'architecture est éphémère. Et peut-être le livre est plus résilient. Le livre, il résiste plus au temps que les bâtiments. Et on reconnaît beaucoup d'ouvrages de Palladio aujourd'hui. On l'attribue à Palladio parce qu'elles sont dans son livre, ce qu'il a publié. Et c'est ça qui a garanti sa position d'auteur et pas les bâtiments. Parce que les bâtiments, les générations, ils sont perdus, ils sont devenus d'autres choses. Et je crois qu'aujourd'hui, les fonctions sont différentes. Mais le livre, ça prolonge la profession et ça prolonge surtout les limites, et sont très très limitées, d'un architecte que ne fait que bâtir des bâtiments pour ceux qui peuvent les payer. Et ça, c'est très puissant comme instrument professionnel. Moi, j'aimerais bien avoir vos points de vue juste sur la transmission de l'architecture. À l'Antiquité, puis même après à la Renaissance, Vitruve, disons que le livre, il a un peu un pouvoir hégémonique sur tout. C'est lui qui donne le savoir en architecture. Et ensuite, à partir des modernistes, de par l'académique, l'académie, tout ça. Et après, au moment des modernistes, c'est plus le projet qui est vecteur de transmission architecture. Et alors maintenant, on a plein de manifestes. Et même, est-ce que maintenant, on a vraiment des traités, et est-ce qu'il serait possible d'en écrire un qui ait autant d'importance que celui-là? Et comment peut se faire la transmission de l'architecture, notamment dans la pédagogie, s'il n'y a plus vraiment de traités qui s'imposent? C'est une bonne question, merci. Mais je crois que là, il y a une petite piège. Il y a cette idée que le livre a été fondamental pour que le savoir de l'architecte sorte du chantier vers le livre. Et ce n'est pas les réseaux les corporations, ce n'est pas le constructeur qui a le savoir, mais c'est l'architecte qui sait lire et sait écrire, qui a le savoir. Et alors le savoir, le livre est le transmisseur de savoir. Et ça, oui, c'est vrai. Je crois que ça, j'achète cette proposition de plusieurs historiens, que le livre a vraiment été un outil de cette transmission, de cette circulation des savoirs. Je l'ai montré là, mais ce n'est pas le seul. C'est pas seulement le livre qu'il fait. Il y a d'autres choses à son tour. Peut-être il y a plus d'importance que d'autres choses, et à un moment donné, il y a d'autres choses qui ont plus d'importance.
Et ça s'équilibre. Ce qui se passe au XXe siècle, c'est une certaine démocratisation des savoirs qui est très, très différente de ce qui se passait au XIXe. Et cette démocratisation du savoir qui se fait par les écoles d'architecture dans notre cas, par les universités, mais ce n'est pas seulement dans l'architecture, c'est transversal à la société. Et c'est ça qui explique l'explosion d'éditions vitruviennes après 1946, sont les universités, sont les premiers clients, les premiers lecteurs. Et ça amène à d'autres systèmes de transmission de savoir. Et l'école, elle gagne un rôle que les académies avaient à peu près, que les ateliers avaient à peu près. Et c'est pour ça que le livre a été si important entre 1950 et 2000, comme il ne l'était pas si important avant. C'était plutôt les livres de... C'était aussi des livres, c'est vrai, mais pas reliés, avec des planches. Au 19e, on trouve des recueils de planches les uns derrière les autres pour que les architectes copient. Et cette idée de copier, émulation, c'était l'idée fondamentale. Comment est-ce qu'on apprend aujourd'hui? On continue à copier peut-être, je ne sais pas, mais on copie d'autres choses. On copie pas nécessairement des beaux bâtiments et des beaux modèles. On copie des comportements, on copie des... Et il faut aussi, ce que je trouve que les universités peuvent avoir un rôle important, il faut inventer d'autres choses, inventer d'autres instruments, imaginer d'autres hypothèses de travail vers le futur, parce que c'est relativement clair que si on continue à copier des choses qui ne marchent pas si bien que ça, on ne va pas marcher très très bien. Alors il faut inventer des choses qui ne vont pas marcher et d'autres qui vont marcher. Du coup, cette question de référence, elle est intéressante parce que à cette époque-là, elle est jugée comme une bonne référence. Mais du coup, maintenant, comment on peut juger qu'une référence est de qualité ou de mauvaise qualité? Parce que lui, avec sa Firmitas, Venustas et Utilitas, il donne des clés pour... je crois qu'il a là beaucoup de confiance à Vitruve. Il n'est pas si clair que ça. Je ne l'ai pas lu. Mais c'est vrai. Et même cette idée de Firmitas, Utilitas, Venustas, c'est plutôt une idée albertienne que vitruvienne à la fin. Mais ça donnerait une autre... Il dit des choses qu'on utilise beaucoup aujourd'hui encore, cette idée de l'architecte, le Superman, le super-héros. Non, il sait de tout, il sait lire les vents, il sait de médecine, il sait de l'eau, il sait de ça, il sait de ça. Et on se croit encore des super-héros. Ça, c'est vrai. Comment est-ce qu'on peut juger aujourd'hui? Je crois que c'est avec le savoir. D'abord, je dirais, il faut lire, il faut aller au cinéma, il faut aller au théâtre, il faut regarder les gens dans la rue, il faut apprendre, il faut comprendre la société en général. Et c'est avec nos savoirs et notre capacité critique qu'on traîne, on apprend à voir quand même, qu'on arrive à avoir une capacité de décider par nos têtes, par nos esprits. Bon, je ne vais pas faire cette connerie, je vais plutôt faire une connerie différente, quoi. Mais c'est en apprenant. C'est pour ça que, je dirais, ce qui définit l'architecte, comme Le Corbusier écrivait dans son passeport, l'homme de lettres. Oui, les architectes sont des gens qui sont des intellectuels. Et ça les permet d'avoir un esprit critique. Comme les avocats, ils devraient être aussi des intellectuels. Comme les médecins, ils devraient aussi être des intellectuels et pas des techniciens.
Je ne sais pas si je vais dire ça à mon médecin, mais... Moi, j'avais une petite question. Enfin, c'est tout simple, mais vous avez parcouru plein d'éditions de Vitruve. Oui. Moi, j'ai pas encore ouvert Vitruve. Si je devais en ouvrir une, laquelle? Pourquoi est-ce que tu voudrais parce que c'est un beau livre, parce que c'est un livre intéressant à lire, parce que je t'ai donné envie. Par exemple, non, oui, j'aime beaucoup les éditions anciennes parce que il y a quand même quelque chose. Ces pages, elles sont là depuis 500 ans. On s'est dit, mais merde, c'est quoi ça, c'est un peu mystique, c'est même ésotérique, merci. C'est même ésotérique, quoi. C'est quoi ça? Et ça a une puissance fascinante. Et parfois, ça a des expressions visuelles que j'aime beaucoup en tant qu'architecte. La qualité de l'encre, la gravure, sont des choses qu'on ne voit pas aujourd'hui. On n'arrive pas à imprimer comme ça. Et là, je sais pas, Cézanne, c'est formidable. Les petits Joconde de 1513, par là, les Barbares sont aussi fascinants. Mais à lire Vitruve, la traduction de Ingrid Rowland, c'est une historienne américaine. C'est très beau l'anglais, la façon dont il écrit, dont elle traduit. La traduction portugaise, en portugais, je ne te la recommande pas, mais pour le portugais, c'est très bien, on le lit très bien, c'est vraiment surprenant. Les illustrations sont très informatives, mais très moches, je trouve. Mais très bien, très précises, mais très moches. L'édition portugaise, c'est affreuse. Mais c'est beau de lire. Alors, je ne sais pas, pourquoi est-ce que tu veux l'ouvrir? Parce que tu as envie, prends Lazare, prends celui que tu trouveras à la bibliothèque. Non, celle de la bibliothèque, c'est Non? de Pierre Gros, c'est vraiment pas la plus belle. Oui, mais elle est pas mal. Il est à la petite... C'est pour la lire. Les commentaires. Oui. Gros, il est très savant dans les commentaires. Et moi, j'aime beaucoup Gros. J'aime beaucoup. Finalement, Gros, c'est le Vitruvien parmi les Vitruviens. C'est vraiment assez impressionnant son savoir et aussi sa générosité dans l'écriture. Et ça, je trouve fascinant, lire Gros. Mais ça, oui, c'est vrai, l'édition, il a une édition... il a une édition en multiples volumes française. Il a 2 éditions françaises très importantes. Il y a l'édition italienne qui est assez dure de pénétrer. Ce sont 2 volumes très, très gros. Et après, il y a une édition plus compacte de Gros, je ne sais pas, 2000 pages. Alors, c'est du sérieux, quoi. Mais c'est plutôt un historien, un philologue. Oui. Tandis ce qui est intéressant chez César et Césarino, c'est que c'est un architecte. Enfin, la question, voilà, tu as raison, ça dépend ce qu'on cherche. Oui, ça mais c'est ça, peut-être en ouvrir un au hasard et puis après aller voir d'autres. Moi, j'aime beaucoup celle de César et Césarino, et tu m'as expliqué quelque chose. C'est la mise en page, elle est juste dingue. Les pages, elles sont magnifiques. Oui. Et je ne sais pas si tu as une image, mais sinon, vous la trouverez, vous en trouverez. Mais c'est ce qui a donné ces compositions, en fait, c'est des erreurs techniques d'édition. Oui. Donc ça, les pages sont quand même... Oui, c'est assez curieux. C'est un livre de 1521 et ça a l'air que ça a été dessiné aux Pays-Bas en 1990. Il a la colonne de texte de base. Après, il y a la colonne des commentaires qui enveloppe la colonne de texte. Et après, il y a les dessins. Mais aucune des colonnes a la même taille. Ce qui fait qu'il est toujours en train de hasard parcourir les pages. Et ça le donne une image très, très belle, très fascinante. Bon.
Ça a ouvert l'appétit, j'espère. Et c'est l'heure d'aller dîner. Merci.